J'étais assise sur la chaise de la cuisine, une chaise qui grinçait dès que je bougeais un peu trop. J'avais un torchon humide entre les mains, bien qu'il n'y ait plus rien à nettoyer. Je serrais ce torchon comme si sa simple présence pouvait empêcher le monde de s'effondrer. La lumière du plafond vacillait, comme hésitante, prête à s'éteindre. Et puis la porte a claqué, violemment, comme un coup de poing dans ma poitrine. J'ai reconnu ce bruit avant même de comprendre. C'était lui, mon fils. Il est entré sans un mot, ses pas résonnant lourdement dans la pièce. Quand il est apparu dans l'encadrement de la porte, j'ai tout de suite su que quelque chose d'irréparable venait de se produire. Ses mains étaient rouges, ses manches trempées, son visage figé dans une peur glaciale. Il ne cherchait pas mon regard. Ses yeux fixaient le sol, à peine visible sous l'éclairage défaillant. J'ai senti le torchon m'échapper des doigts, et il est tombé sur le carrelage, déplié comme un voile blanc sur mes pieds tremblants. Il a traversé la pièce sans dire un mot, rejoignant la salle de bain. J'ai entendu l'eau jaillir, le frottement de ses vêtements mouillés contre la céramique, et ce robinet ouvert à fond qui ne faisait qu'amplifier le silence. Ses sanglots, étouffés et retenus, vibraient derrière la porte. J'étais clouée à ma chaise, incapable de me lever, incapable de réfléchir. Mon cœur battait si fort que j'entendais mes propres pulsations résonner dans ma tête. Je savais ce qui venait de se passer, même si je n'en avais pas encore reçu la confirmation. Quand il est sorti de la salle de bain, il avait changé de chemise, mais ses chaussures étaient restées tachées de ce rouge sombre que rien ne pouvait effacer. Il a rejoint le canapé, s'y est affalé, sans un regard pour moi. Moi, je suis restée debout, pétrifiée devant lui, la gorge nouée. J'ai voulu parler, mais aucun son n'est sorti. J'ai respiré plus fort, jusqu'à ce que mes poumons brûlent. Finalement, il a levé les yeux, fatigué, perdu. Puis il a murmuré « Désolé ». Juste ce mot, fragile et brisé, comme s'il pouvait tout porter sur ses épaules. Désolé. Rien ne semblait pouvoir dépasser ce mot. Sans savoir pourquoi, j'ai rejoint sa chambre dans le noir. Je n'ai pas allumé la lumière. J'ai ouvert le tiroir de sa commode et attrapé le carnet rouge où je notais tout. Les dépenses, les rendez-vous, chaque montant que j'inscrivais pour garder trace de notre budget. J'ai cherché le dernier chiffre noté, 15 000 €. 15 000 que mon fils m'avait annoncé quelques semaines plus tôt, pour un projet dont il m'avait parlé avec ses amis, comme s'ils allaient changer le monde. Je lui avais dit non. Pas maintenant, pas de cette façon. Il avait insisté, emprunté l'argent à des gens sans nom, loin des banques, sous le regard inquiet d'une mère impuissante. Je l'avais supplié d'arrêter. Il m'avait juré que tout irait bien, que c'était presque remboursé, que ces prêteurs n'étaient pas dangereux. Pourtant, ce soir-là, il y avait ce sang, ces chaussures souillées et ce silence écrasant. J'ai entendu un moteur passer lentement dehors, puis un autre freinait à proximité. Mon cœur s'est emballé. J'ai fermé les volets d'un geste sec et éteint la lumière. Lui, resté immobile, n'a pas bougé. Il ne dormait pas. Il ne dormirait plus jamais comme avant. Il fixait le mur en face de lui, comme hypnotisé. Et moi, je me suis tenue près de la porte, sans savoir quoi faire, mais résolue à rester là. Parce que lorsqu'on voit du sang entrer dans une maison, on comprend qu'il n'en repartira jamais vraiment. Le lendemain matin, la porte était toujours entr'ouverte. Ses chaussures avaient disparu, mais l'odeur, elle, persistait, ainsi que les traces sur le sol. J'ai frotté, lavé, mais rien ne partait. Cette odeur me suivait, comme une promesse d'un avenir sombre. Tout avait basculé en une nuit. Je n'ai pas pu aller travailler ce jour-là. Mon corps est resté debout, mais mon esprit errait ailleurs. Je regardais les murs que mon mari et moi avions montés ensemble, pierre par pierre, main dans la main. Il portait les sacs de ciment, je mélangeais l'amortier. Nous faisions de cette bâtisse notre foyer. À présent, chaque mur semblait m'accuser, me reprocher ce qui arrivait.
Je n'ai même pas touché à la cafetière. Le réfrigérateur gémit, comme s'il toussait. Je l'ai débranché et ai ouvert la fenêtre. Mais l'air froid ne semblait pas vouloir entrer. Il y avait cette sensation d'un poids invisible, suspendu au-dessus de la maison, prêt à s'abattre. Vers midi, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Une voix grave m'a dit qu'elle savait où j'habitais, que mon fils devait rembourser et que le retard ne serait plus toléré. Je n'ai pas répondu. Je n'ai rien dit. J'ai raccroché et j'ai senti cette boule monter dans ma gorge. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait éclater dans mes tempes. Je me suis effondrée au milieu du plancher de la cuisine, les genoux serrés contre ma poitrine. Et j'ai pleuré sans bruit, comme une enfant qui ne veut pas qu'on l'entende. L'après-midi, il est revenu, muet comme la veille. Il s'est enfermé dans sa chambre sans un mot sur la nuit, sans un mot sur l'argent. Je suis restée plantée devant la porte, incapable d'y croire. Je l'ai appelé doucement. « Combien tu dois ?» Il a répondu à voix basse. « Ce n'est plus 15 000, c'est 20 maintenant, avec les intérêts. Ils veulent tout, et vite. J'ai 30 jours. Sinon, ils ne viendront pas discuter. Ils viendront reprendre. » Je suis allée fouiller dans la boîte à papier, celle sous son lit. J'y ai trouvé relevés, factures, lettres scellées que je n'avais jamais ouvertes. J'ai refait les comptes. 3 000 € à peine sur le livret. Le reste, impossible à rassembler. Même en vendant les bijoux de ma mère, les souvenirs de mon mariage, chaque petit objet en argent, je n'aurais jamais 10 000. Il manquait trop, bien trop. Les jours suivants, j'ai appelé tout le monde. Cousins, anciens collègues, voisins, à qui je devais des services. J'ai expliqué que c'était urgent, que c'était pour la maison. Personne n'a voulu s'engager. Certains ne répondaient même plus après le premier appel. Une amie m'a dit que j'étais vieille, que je devrais penser à moi. Penser à moi, comme si c'était encore possible. J'ai pris rendez-vous chez un notaire sans en parler à mon fils. J'ai pris le bus, marché longtemps, mes pieds en feu, chaque pas me rappelant le précipice qui s'ouvrait sous nos vies. Assise face à cet homme en costume, je n'ai presque pas écouté ses explications sur les délais et les évaluations. Je me suis concentrée sur ses mains, propres, calmes, écrivant des mots comme si cela ne le concernait pas. Il n'avait pas froid. Moi, si. Ce soir-là, je lui ai tout dit. Il a paniqué, crié que ce n'était pas ce qu'il voulait, qu'il trouverait une solution. Mais il n'en avait jamais trouvé. Alors je l'ai serré dans mes bras. Je l'ai senti trembler contre moi. Ce n'était plus un enfant, mais ce n'était pas encore un homme. C'était juste mon fils, terrifié, comme moi, comme tout être humain face à la fin imminente. Après ce soir-là, les jours ont filé à toute vitesse. Chaque matin, je me réveillais plus tôt, ouvrais les rideaux, écoutais les bruits de la rue, guettant leur venue. Ceux de la dette, ceux qui voulaient la maison. Chaque moteur, chaque pas me faisait tressaillir. J'ai commencé à dormir habillée, prête à fuir en un instant. Puis la lettre officielle est arrivée. Date de signature fixée dans 3 semaines. La maison serait vendue. Et il ne nous resterait que nos valises, notre honte, cette peur tenace qui ne voulait plus nous lâcher. Ce matin-là, je me suis levée avant l'aube, mes mains cherchant des repères dans la cuisine sombre. Je n'ai pas allumé. Je ne voulais pas voir les murs, les meubles, la table. Tout me disait adieu. L'eau du robinet avait un goût métallique, mais j'ai bu malgré tout. J'ai enfilé mes vêtements comme pour une cérémonie, brossé mes cheveux, mis mon manteau, le même que j'avais porté lorsque mon mari est parti. Rien ne tenait chaud ce jour-là. Mon fils ne s'est pas réveillé, ou alors il faisait semblant. Je ne l'ai pas appelé, je n'en avais pas la force. J'ai glissé un papier sur la table avec l'heure du rendez-vous, sans un mot tendre, sans un reproche. Juste l'heure. Il savait ce que cela signifiait. Nous avons pris la route du notaire dans un silence glacial, chacun perdu dans ses pensées. Je me souviens avoir croisé, sur le trottoir, des enfants en uniforme riant trop fort.
des gens pressés. Moi, j'avançais lourdement, mes jambes semblant porter des pierres. Arrivé devant l'immeuble, je me suis arrêtée pour reprendre mon souffle, posant ma main contre le mur froid. Le ciel était gris, comme s'il voulait lui aussi se cacher. Dans la salle d'attente, une femme tapotait nerveusement son téléphone, ses bijoux scintillant dans la lumière crue. Elle ne m'a pas remarqué. Moi, je fixais le sol usé, les murs blancs et le silence pesant entre les patients. Quand la porte s'est ouverte, le notaire est apparu, sans sourire. Je me suis assise en face de lui, le bureau encombré de dossiers. Il m'a tendu un épais volume qu'il a ouvert d'un geste précis, et les mots ont défilé trop vite. Vente, montant, transfert, signature. Mes mains tremblaient lorsque j'ai pris le stylo. J'ai hésité, puis j'ai signé. Il m'a remis une copie, m'a expliqué que l'argent serait versé sous 10 jours et que je devais vider la maison avant la fin du mois. Mes jambes se sont dérobées lorsque j'ai rangé ce papier dans mon sac. Sur le chemin du retour, je n'ai pas pris le bus. J'ai marché, sans but, sans pensée, comme guidée par un instinct aveugle. Quand je suis rentrée, mon fils m'attendait, le visage fermé. Il n'a rien dit, et moi non plus. Je me suis contentée de m'asseoir à ses côtés. Il a baissé les yeux vers ses chaussures tachées, et c'était comme un dernier coup, un écho de ce soir, où tout avait basculé. Il m'a demandé si c'était fait. J'ai simplement dit oui. Il s'est levé, a regagné sa chambre et a claqué la porte, un bruit sec qui m'a brisé le cœur une fois de plus. Le soir venu, il est sorti sans rien dire. Il est rentré tard, ses vêtements imprégnés d'odeur d'alcool. Il a dormi sur le canapé, dos tourné, sans chercher à expliquer. Les jours suivants, j'ai commencé à faire des cartons. J'ai sorti les vêtements, les photos, les assiettes que nous n'utilisions plus. Je triais chaque objet, ce qui partait, ce qui restait. Parmi les souvenirs, j'ai retrouvé des lettres de mon mari, une vieille montre et un mouchoir brodé. Je les ai placés dans une petite boîte à part, que je garderai avec moi, coûte que coûte. Chaque soir, je passais la main sur les murs, comme pour demander pardon. Je me remémorais chaque clou, chaque fissure, et j'imaginais toute une vie s'effondrer. Mon fils m'évitait de plus en plus. Il sortait souvent et ne me parlait presque plus. Je feignais l'indifférence et je continuais à plier, empaqueter, jeter. J'essayais de ne pas penser à l'instant où nous devrions partir. Un matin, j'ai entendu les voisins murmurer derrière la haie « C'est dommage, elle a toujours bien tenu cette maison. » Personne n'est venu m'aider. Personne n'a proposé un mot de soutien. Seulement des regards furtifs à travers les rideaux tirés. La date du départ approchait et le sommeil me fuyait. Je me réveillais avant l'aube, allongée au plafond, à compter les heures. J'avais peur du dernier jour. Peur de refermer la porte pour la dernière fois. Peur de ne pas savoir où aller. Peur que tout s'effondre en moi. Les cartons s'élevèrent dans l'entrée. 3 grands, 2 moyens et un petit contenant mes papiers, mes carnets, mes photos. Les valises étaient prêtes. 2 anciennes valises usées, dont la poignée d'une grinçait, l'autre maintenue fermée par une ficelle. J'avais trié ce que je pouvais garder. Le reste était donné, jeté ou laissé derrière. On ne peut pas tout emporter quand on n'a plus de maison. La veille de notre départ, je suis restée longtemps dans chaque pièce. Je posais ma main sur les murs, touchais les traces de peinture fanée, caressais les marques d'humidité près des fenêtres. J'ai dormi une dernière fois dans mon lit, immobile, incapable de fermer l'œil. Mon fils, silencieux dans sa chambre, ne posait aucune question. Il se contentait de fumer à la fenêtre, le regard perdu dans la rue. Le matin, j'ai préparé du café, mais je n'ai rien mangé. Mon ventre était noué. J'ai fermé les rideaux, mis les clés dans une enveloppe que j'ai déposée sur la table, à côté d'un mot court pour le nouveau propriétaire. Quelques lignes austères, rien de personnel. État des lieux. Validé, signature actée. Mon fils a pris sa valise sans me regarder, et je l'ai suivi.
le cœur serré. J'ai fermé la porte sans me retourner, entendant le cliquetis de la serrure comme un verdict définitif. La maison était vide, silencieuse. Elle ne nous appartenait plus. Elle ne me reconnaissait plus. Dans la rue, les passants s'engouffraient dans la fraîcheur du matin sans s'arrêter. Seule une voisine a jeté un regard par sa fenêtre, avant de refermer doucement les volets. Je n'ai pas levé les yeux. J'ai marché le long du trottoir, traînant ma valise dont chaque mètre semblait alourdir mes pas. Nous avons avancé jusqu'à la gare, non pas pour partir, mais pour trouver un banc où nous asseoir, des toilettes où nettoyer nos visages, un peu de chaleur humaine. Nous nous sommes assis côte à côte, lui avec ses écouteurs vissés aux oreilles, moi serrant mon sac sur mes genoux, submergé par le silence et l'incertitude. Il ne m'a pas demandé ce que nous allions faire, ni si j'avais un plan. Il attendait, comme si tout cela n'était pas réel, comme si fermer les yeux suffisait à nous ramener chez nous. L'après-midi, nous avons marché jusqu'à l'ancienne entreprise d'un collègue de mon mari. Je l'ai supplié de nous prêter un coin pour entreposer nos affaires, ne serait-ce que quelques jours. Il a secoué la tête, murmuré que les temps étaient durs, puis m'a tendu un billet de 20 €. J'ai murmuré merci et suis partie, la gorge serrée. Cette nuit-là, nous avons dormi dans le hall d'un immeuble en travaux, protégé par la lumière blafarde du couloir qui ne s'éteignait jamais. Le sol était dur et froid. Je n'avais pas de couverture. Mon fils avait fait un petit monticule de son manteau pour servir d'oreiller. Je suis restée chaussée, craignant de me réveiller pieds nus dans la rue. Je fermais les yeux par intermittence, mais chaque bruit, une porte qui claque, un pas rapide, un rire lointain, me tirait de l'obscurité. Je me demandais combien de nuits encore nous pourrions supporter cette errance, combien de matins sans salle de bain, sans café chaud, sans adresse. Le sac en plastique contenant mes médicaments était coincé sous une valise. J'ai vérifié qu'il était toujours là. Les boîtes étaient rafroissées, mais tout y était. Je les comptais comme on compte des trésors volés au temps. Le lendemain, nous avons repris nos valises et marché vers un autre quartier, jusqu'à un petit parc où trônaient quelques bancs. Nous nous sommes assis, lui pourfendu dans ses écouteurs, moi chuchotant des prières silencieuses dans ma tête. Les promeneurs évitèrent notre regard, comme si notre présence les gênait. Ma valise usée reposait à mes pieds, sale et effilochée, prête à rendre l'âme. J'ai compris que dehors, rien ne tient longtemps. Il l'avait suggéré en ouvrant le coffre d'une vieille Clio blanche, couverte de poussière, garée derrière le garage d'un ami. Une voiture fatiguée, avec une vitre arrière fendue, mais qui semblait offrir un abri temporaire. Il a proposé que nous dormions dedans, arguant que c'était mieux que le sol froid du parc. J'ai accepté sans discuter, malgré mes jambes en feu et mes doigts meurtris par le poids des valises. Je lui ai emboîté le pas, consciente que m'allonger, même dans un siège tordu, semblait un luxe. À l'intérieur, l'odeur âcre de plastique chaud, mêlée à celle du tabac froid et de l'humidité, m'a assailli. Il a jeté les sacs sur la banquette arrière et a ouvert toutes les fenêtres. Je me suis calée sur le siège passager du mieux que j'ai pu. Le dossier ne s'inclinait pas complètement, mais l'espace restreint offrait un semblant de protection contre la nuit. La première nuit, je n'ai pas fermé l'œil. Les bruits de la rue, des chiens aboyant, des passants chuchotant, des voitures ralentissant, résonnaient en permanence. Mes mains étaient crispées sur mon sac, chaque craquement me faisant redresser la tête. Mon fils ronflait parfois, puis se réveillait, en sursaut, soupirait, allumait son téléphone dont l'écran bleu fendait l'obscurité. Je fixais le plafond de la voiture, comptant chaque seconde, consciente que nous vivions sur un fil. Au petit matin, mes jambes étaient engourdies, mon dos, mon cou et mes hanches réclamaient un repos que je ne pouvais offrir. J'ai ouvert la portière doucement. L'air glacé m'a piqué les yeux. En me levant, j'ai vu des papiers éparpillés, une canette vide et une seringue abandonnée près du trottoir. Je me suis assise sur le bord du trottoir, retiré mes chaussettes et secoué mes pieds rougis
douloureux. Il n'a pas dit un mot, fumant une cigarette, son regard perdu dans le vide. Nous avons trouvé une station-service à quelques rues de là. Nous sommes entrés à tour de rôle pour nous laver un peu. Visage, mains, pieds éraflés. Les gens nous regardaient, certains faisant semblant de ne pas remarquer notre état. Une femme m'a proposé de l'aide. J'ai secoué la tête par honte et par peur, incapable de formuler une demande. Le soir, nous sommes revenus à la voiture, répandant la même routine. Siège incliné, sac comme oreiller, manteau posé sur nous, bruit de la rue, odeur d'épicerie voisine. Rien ne changeait, si ce n'est que mon corps lâchait lentement. Chaque matin, les douleurs étaient plus vives. Chaque nuit, le sommeil plus court. Un matin, un agent de sécurité a frappé à la vitre, ordonnant que nous partions. Il avait reçu des plaintes. J'ai hoché la tête sans protester. Il est parti, nous laissant ramasser nos affaires pour trouver un autre coin, plus éloigné et moins surveillé. Les jours défilaient. Mon fils parlait de moins en moins. Il sortait parfois pour chercher un travail, revenait tard, épuisé. Je ne posais plus de questions, me contentant de compter les pièces de monnaie que j'achetais. Pain rassis, pommes brunes, eau tiède. Nous mangions dans la voiture, en silence. Parfois, je pleurais sans bruit, essuyant mes larmes du revers de la manche. La nuit, l'humidité s'insinuait par les fenêtres mal fermées. Les sièges collaient à ma peau. L'odeur du plastique devenait nauséabonde. J'ouvrais légèrement la portière pour respirer un peu d'air. Mais mon corps refusait la position assise prolongée. Mes jambes enflaient, mes bras tremblaient. Pourtant, je me disais que c'était toujours mieux que l'extérieur, toujours mieux que rien. Cette voiture, même vieille, offrait un toit sous lequel nous existerions un peu moins, aux yeux du monde. C'était un entre-deux, ni la rue, ni un foyer. Il ne parlait presque plus. Au début, il expliquait qu'il était en contact avec un ancien camarade, qu'il laissait des CV, qu'il avait espoir. Puis, il s'est tu. Le silence s'est installé, lourd et implacable. Je lui posais parfois des questions simples. « Tu as mangé ? Tu as trouvé quelque chose ?» Il répondait d'un haussement d'épaule ou par un mot sec, sans lever les yeux. Il ne me regardait plus. Je suis restée assise dans cette voiture comme une ombre, observant ses gestes furtifs, son visage avachi. La tension s'épaississait jusque dans l'habitacle, comme si le véhicule absorbait notre peine. Chaque seconde semblait durer une éternité. Nous n'avions plus rien que nos propres souffrances, et ce silence écrasant, affrontant l'avenir en apnée, sans savoir si un jour nous trouverions une issue. Il fixait la vitre, son téléphone ou ses chaussures. Il sortait plus souvent, ramenait rarement quelque chose. Un jour, il a murmuré qu'il avait croisé quelqu'un proposant un petit boulot. Rien n'est jamais venu. Je ne savais plus quoi dire. Chaque mot que je prononçais semblait lui faire mal, comme si je pesais sur sa peine. Il ne supportait plus ma présence. Et moi, je ne pouvais pas le quitter. Je n'avais nulle part où aller. Parfois, je restais seule dans la voiture pendant des heures. Il partait sans prévenir et revenait tard. Les vitres embuées et l'odeur du renfermé me collait à la peau. Mes mains glissaient sur le tableau de bord pendant que je comptais les pièces qui nous restaient. J'essayais de me souvenir d'un instant où il m'avait souri. Je me rappelais un soir de printemps, il y a bien des années. Il avait 10 ans et était revenu avec une fleur qu'il avait volée dans un jardin voisin. Il l'avait posée dans un verre sur la table, et j'avais gardé cette fleur jusqu'à ce qu'elle tombe. Aujourd'hui, il ne m'apportait plus rien, pas une parole, pas un geste. Il passait ses journées ailleurs. Je me demandais s'il avait honte, s'il m'en voulait, ou peut-être les deux. Peut-être qu'il ne savait plus supporter ce que nous étions devenus. Peut-être qu'il préférait fuir, même pour quelques heures, plutôt que d'affronter mes yeux. Une fois, je l'ai surpris en train de pleurer. Il croyait que je dormais, la tête tournée vers la portière, les épaules secouées de sanglots silencieux. J'ai vu sa détresse sans bouger, incapable de réconforter. Le lendemain, il ne m'a pas adressé la parole. J'ai continué à parler seule,
murmurant des mots dans le vide. Je comptais les jours et m'adressais à mon mari, comme s'il pouvait m'entendre, lui expliquant que je n'avais plus la force, que notre fils était là, mais si loin. Je lui disais que je ne comprenais pas cette disparition. Il se détachait de moi, évitant les anciens amis et voisins, marchant tête baissée, chaussé toujours de la même veste élimée et de chaussures fendues. Je lui avais proposé de recoudre ses chaussures, mais il avait refusé, préférant les laisser se détériorer, comme tout le reste. Le silence est devenu la seule chose que nous partagions. Un silence épais qui emplissait l'espace entre nous. Même la voiture semblait l'absorber. Ni les bruits de la rue, ni mes paroles ne le traversaient sans plus. Il était là, assis à côté de moi, et pourtant j'avais l'impression d'être seule. Complètement seule. Je parlais moins, pensant que mes mots ne servaient sans plus à rien. Il ne répondait pas. Je gardais mes mots pour moi comme on enterre un souvenir trop lourd. Je regardais ses mains, ses cernes, son dos voûté. Il vieillissait plus vite que moi, se consumait sans un bruit. Je ne savais pas comment le retenir. Quand la voiture n'a plus démarré, nous avons dû l'abandonner. Le moteur ne faisait plus un son. Même le moteur semblait nous abandonner. Mon fils a claqué la portière. J'ai récupéré les sacs, les valises et les ai posés sur le trottoir. Il faisait encore nuit. Le vent soufflait fort, soulevant des feuilles qui tournaient autour de nos pieds. Nous ne savions pas où aller. Il a dit « On ira dans les places. C'est là que vont ceux qui n'ont plus rien. » Nous avons marché jusqu'à un petit square. Le square n'offrait que 3 bancs, une fontaine sèche et une vieille balançoire rouillée. Des journaux sales traînaient au sol. Un sac de couchage déchiré gisait dans un coin. Mon fils s'est assis sans mot dire. Je me suis accroupie à ses côtés, les sacs posés à nos pieds. Personne n'a parlé. Le matin s'est levé lentement, sans couleur. Les passants nous évitèrent du regard. Nous étions devenus invisibles. Les jours suivants, nous avons souvent changé de place. Certains parcs étaient peu surveillés, d'autres tolérants. Nous apprenions à repérer les endroits où dormir sans être chassés. Je notais mentalement les horaires des agents de sécurité, les tournées de nettoyage et les abris où nous pouvions nous réfugier lorsque la pluie arrivait. Nous passions nos journées à chercher où nous asseoir, où nous reposer. Nous nous relayions pour garder les sacs. Mon fils dormait parfois à même le sol, la tête posée sur son sac à dos. Et moi, je restais éveillée, le surveillant. Je craignais qu'on nous vole nos affaires, qu'on nous attaque. Il y avait d'autres sans-abri, des hommes seuls, des couples, des femmes, avec des chiens. Chacun avait son coin, chacun son silence. Les nuits étaient longues, trop longues. Le froid s'infiltrait par les vêtements. Les bancs étaient durs, et je n'arrivais plus à me coucher correctement. Mon dos me lançait, mes genoux gonflaient. Je serrais mes bras contre moi pour tenter de m'isoler du froid. Mon fils gardait sa capuche abaissée, respirant fort pour rester éveillé. Nous ne parlions plus vraiment. Nos regards se croisaient à peine. Nous attendions que ça passe, même si rien ne semblait vouloir passer. Nous mangions peu. Des restes, du pain récupéré dans une poubelle. Parfois des boîtes de conserve offertes par des bénévoles, une soupe tiède dans une barquette en plastique que je nettoyais du mieux que je pouvais, avec un mouchoir humide. Chaque morceau de pain était précieux, chaque bouchée comptait. J'avais établi une routine pour survivre. Nous lever tôt pour ne pas attirer l'attention, bouger souvent, garder les affaires près de nous, ne jamais les exposer toutes en même temps, ne jamais dormir trop profondément. Rester vigilant, être poli avec les passants, ne rien demander, juste exister, fatigué, invisible. Je regardais les enfants passer, leurs cartables colorés, leurs rires légers. Je me souvenais de mon propre fils, petit, avant tout ça, quand il dormait encore dans un lit propre et que je lui préparais des tartines chaque matin. Je ne disais rien. Je respirais lentement, gardant ces images en moi, même si elles me faisaient mal. Parfois, des bénévoles passaient, laissaient un sac, posaient un mot ou offraient un regard compatissant
avant de repartir. Ils avaient trop à faire pour rester. Je leur disais merci d'une voix basse, ne voulant pas attirer l'attention. Mon fils, lui, se levait souvent pour s'éloigner. Il disait qu'il allait marcher. Je le regardais partir sans savoir s'il reviendrait. Tous les jours, il revenait, fatigué, silencieux. Les places étaient devenues notre maison, une maison sans mur, sans toit, sans adresse, invisible aux yeux du monde, pourtant bien réelle pour nous. Nos jambes ont commencé à lâcher. D'abord doucement, comme une raideur au réveil, puis une crampe qui me tirait de sommeil. Une douleur sourde, constante, s'étirait de mes chevilles jusqu'à mes hanches. Chaque matin, je mettais plus de temps à me redresser. Je m'appuyais contre un banc, contre un arbre, contre mon sac. Je marchais lentement, traînant les pieds, tandis que mon fils restait muet, les épaules affaissées. Je n'avais plus mes médicaments. Les boîtes étaient restées dans la voiture que nous avons abandonnée ou perdues dans un sac oublié. J'avais tenté de demander de l'aide dans une pharmacie, mais on m'avait renvoyé faute d'ordonnance. Mon médecin n'existait plus pour moi. Je n'avais plus d'adresse, plus de dossier, plus de voix. J'étais devenue une vieille femme assise sur un banc, les genoux enflés que je massais de mes mains froides, essayant de réveiller mes orteils, parfois insensibles, tant la circulation était mauvaise. Les chaussures me faisaient mal. Je devais les retirer le soir pour laisser mes pieds respirer. Rouges, gonflés, déformés, je les cachais sous mes vêtements pour ne pas que les passants ou mon fils les voient. Le sol était trop dur, les bancs trop étroits. Rien ne soutenait mon corps. L'inconfort, la tension, la brûlure, chaque effort me coupait le souffle. Mes bras me faisaient si mal aussi. Porter les sacs devenait une épreuve. Poser, soulever, déplacer, tout me coûtait. Je soufflais fort, me penchais, fermais les yeux pour reprendre mon souffle. Les nuits étaient pires. Allongée sur un carton ou recroquevillée sur un banc, mes jambes ne trouvaient jamais de position. La douleur s'installait, s'étirait, frappait comme un marteau. Je mordais mes lèvres pour ne pas gémir. Je pleurais parfois en silence, simplement pour m'alléger. Personne ne m'entendait. Mon fils dormait ou faisait semblant. Moi, je comptais les heures jusqu'au lever du jour. Il y avait une femme, plus âgée que moi, qui traînait dans les mêmes parcs. Elle se tenait aux cannes, les pieds nus dépassant de ses sandales. De temps en temps, nous nous regardions sans parler. Mais je savais, elle aussi souffrait, elle aussi tenait debout par miracle. Il y avait une reconnaissance muette dans nos regards, une douleur partagée, une fatigue commune. Et je pensais à mon mari, à l'époque où il me portait quand mes jambes ne me soutenaient plus, quand j'attendais notre fils, quand j'avais la grippe et que je tombais sans force. Il n'était plus là pour me relever. Je suis restée plantée là, penchée, lente, invisible. J'avais cherché l'aide des services sociaux. Une fois, je m'étais rendue dans un centre, mais sans justificatif de domicile, sans papier. Ils m'ont demandé de revenir plus tard. J'ai abandonné. Je savais que cela empirerait, que bientôt je ne pourrais plus me lever, que mes jambes allaient se bloquer et que je tomberais. Cette chute, je la sentais venir comme une vague. Alors j'essayais de retarder l'instant. Je faisais bouger mes pieds la nuit, je pinçais mes mollets, je frottais mes genoux, je priais, en silence, pour que la douleur recule. Rien ne bougeait. Et lui, mon fils, continuait à s'éloigner. Il ne me regardait plus, marchait devant moi sans un mot. Entre nous, un vide s'élargissait, un silence épais et coupant. Notre voiture n'ayant plus démarré, nous l'avions laissée derrière nous, glissant vers ce square devenu unique refuge. Là, nous attendions, sans un mot, sans un espoir palpable, juste ce quotidien de lutte pour quelques heures de repos, pour quelques miettes de pain, pour un instant, n'importe quel instant, où le monde aurait cessé de nous ignorer. Le lendemain, j'ai refait le chemin jusqu'au centre d'accueil.
Il m'avait pas demandé une pièce d'identité et un justificatif de domicile. Je n'avais rien. On m'a dit de revenir un autre jour avec ces documents. Mon fils n'a pas voulu m'accompagner, estimant que ça ne servirait à rien. J'ai abandonné. Je savais que la situation ne ferait qu'empirer. Que bientôt, je ne pourrais plus me lever sans souffrir. Que mes jambes se bloqueraient définitivement. Chaque nuit, je sentais la douleur monter comme une vague inévitable. J'essayais de la retarder. Je faisais bouger mes pieds. Je pinçais mes mollets. Je frottais mes genoux. Je priais pour que l'aurore arrive plus vite. Mais rien ne reculait. Et lui, mon fils, continuait de m'ignorer. Il ne voyait pas que je ralentissais, que je boitais. Il marchait devant, et moi je traînais derrière, nos silences creusant un fossé entre nous. Un matin, alors que je m'arrêtais pour reprendre mon souffle, j'ai vu une femme fouiller dans une poubelle derrière le supermarché. Elle n'avait rien pour protéger ses mains. Elle arrachait les sacs, les ouvrait, triant ce qui pouvait encore se manger. Mon fils m'a tiré par le bras pour continuer notre chemin. Mais je suis restée là, figée, incapable de détourner le regard. J'ai aperçu des bananes presque noires, des yaourts encore fermés, des tranches de pain dans un sac plastique déchiré. Le lendemain, c'est moi qui ai pris ce sac. Mes doigts tremblaient, j'avais honte d'en arriver là. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai récupéré une boîte de conserve cabossée et une barquette de salade humide, mais encore comestible. J'ai glissé le tout dans un sac que je gardais toujours sur moi. Mon fils a baissé les yeux sans un mot. Nous nous sommes assis derrière les conteneurs, sur une marche éventrée, et avons mangé sans échanger une phrase. J'avais faim d'un vide violent dans le ventre. Je n'ai rien senti. La faim avalait toute sensation. J'ai mâché à toute vitesse, avalant chaque feuille, chaque goutte de liquide. Je n'ai rien laissé, pas même les bouas des flétris. Lui, il mâchait lentement, observant les rares passants. Certains sacs étaient mat et vides, d'autres moisis ou détrempés. Je continuais de fouiller. J'écartais les déchets, faisais attention aux bouts de verre, au moindre signe d'odeur pouvant indiquer un aliment encore bon. Manger dans les ordures, ce n'est plus un choix, c'est un apprentissage. Lire dans les déchets ce qui peut nous maintenir en vie. Dans ma poche, je gardais une cuillère en plastique fendu. Si elle me lâchait, je ne savais pas comment faire. J'enroulais la salade dans un bout de pain dur. Je mastiquais lentement. Mon estomac, rétréci, peinait à accepter la moindre bouchée. Mais la faim était plus forte que tout. Elle écrasait ma honte. Elle nous maintenait debout. Nous avions repéré des zones derrière des boulangeries, où la nuit on trouvait parfois des viennoiseries de la veille, écrasées, mais encore sucrées. Mon fils appréciait les pains au chocolat. Quand on en trouvait un, je le voyais sourire, même si c'était un sourire furtif. Il le gardait précieusement, le mangeait comme on savoure un trésor. Un soir, alors que nous piochions derrière une boulangerie, un employé nous a vus et a hurlé de sortir immédiatement. « Vous n'avez rien à faire ici !» Il nous a insultés, crié de déguerpir. J'ai ramassé nos sacs tandis que mon fils m'attrapait par la manche. Nous avons couru, humiliés, les joues brûlantes. J'avais mal partout, les jambes, le dos, le cœur. Plus loin, nous nous sommes assis, le visage caché entre mes mains, pour que lui, mon fils, ne me voie pas ainsi. J'ai repris la fouille le lendemain, revenant derrière les restaurants et les épiceries. Je fouillais à toute vitesse, cachant les restes dans mon sac en tissu, partageant chaque petit morceau. Un fruit, un biscuit, une bouteille presque pleine. Je vérifiais la date, humais l'odeur, goûtais pour être sûr que cela ne nous empoisonnerait pas. Mon seul but était qu'il mange, même un peu, même mal. Le goût de la honte me collait à la gorge, revenant chaque nuit. Mais la faim l'écrasait. Elle m'obligeait à fouiller, à ramasser, à ouvrir des sacs pleins d'ordures, de saletés, de rejets. Et dans ce rejet, je cherchais de quoi tenir un jour de plus. Rien qu'un jour.
Chaque matin, chaque soir, je restais là, à guetter un regard, un mot, un geste. Je croyais qu'un passant nous tendrait la main, qu'un bénévole proposerait un lit, un repas, un refuge. Mais rien ne venait. Jamais. Les gens avançaient sans nous voir. Les services sociaux fonctionnaient avec leurs listes, leurs critères. Les associations établissaient leurs priorités. Les foyers fermaient leurs portes selon des quotas. Nous étions trop tard, trop vieux, trop calmes, trop invisibles. Un jour, je me suis tenue sous la pluie devant une permanence d'accueil, mes jambes brûlant de froid, tandis que mon fils restait assis à l'abri, refusant de faire la queue. Il m'avait dit que cela ne servait à rien. J'ai attendu debout, 2 heures, trempée. Quand mon tour est arrivé, une assistante m'a interrogée sur ma date de naissance, ma situation, mes ressources. Je répondais avec effort. Elle tapait sur son clavier sans me regarder. Elle m'a tendu un papier. Nouvelle adresse, rendez-vous dans 1 semaine. Pas de promesse, juste une possibilité. Je suis repartie sous la pluie, ce papier plié dans ma poche comme un faux ticket de loto. Le lendemain, il était trempé, l'encre enfuie, illisible. Je ne me souvenais plus de cette adresse. Je suis retournée. Ils ont dit, sans m'adresser un regard, que je devais recommencer tout le dossier. Un nouveau formulaire, un autre rendez-vous. Mon fils a ri, un rire vide, las. Il m'a dit de laisser tomber. Je suis restée silencieuse. Les maraudes passaient le soir. Les bénévoles en veste fluo distribuaient des sacs, des couvertures, de la soupe. On reconnaissait leurs silhouettes de loin, le son des lampes torches, leurs voix pressées. Ils donnaient ce qu'ils pouvaient, mais jamais un lit, jamais une solution durable. Toujours des tickets, des adresses, des formulaires et des sourires désolés. Je prenais les dons, je disais merci d'une voix basse. Je ne voulais pas qu'on me regarde. Mon fils s'éloignait souvent. Il refusait de parler, de s'exposer, déclarant « On n'est pas comme eux ». Pourtant, nous l'étions, comme tous ceux qui dorment dehors, comme tous ceux qui attendent un signe, une chance, un miracle. Un matin, j'ai tenté d'entrer dans un centre d'hébergement. Devant la grille, déjà des dizaines de silhouettes. Des jeunes hommes, une mère avec son bébé, un vieillard en fauteuil. À l'ouverture, on nous a triés. Femmes seules, couples, familles, malades. J'ai dit que j'étais avec mon fils. Ils ont répondu que les hommes jeunes ne pouvaient pas entrer avec leur mère. J'ai protesté. Je ne pouvais pas le laisser seul. On m'a simplement demandé de revenir un autre jour, car tout était complet. Nous sommes repartis, comme toujours, les épaules lourdes, dans le silence. Le sol me faisait mal. Mon dos criait. Mon sac glissait de mon épaule. Mes mains étaient rouges, mes ongles cassés. Je sentais l'aide s'éloigner, tandis que mon fils ne parlait presque plus. Il fumait, fixait le ciel, répétant que compter sur les autres était vain, qu'il fallait se débrouiller seul. Moi, je ne savais plus comment. Je manquais d'idées, de solutions. Je n'avais plus que cette attente sourde, un poids écrasant dans la poitrine, une fatigue qui étouffait chaque pensée. J'ai compris que l'aide n'était destinée qu'aux cas simples, à ceux qui rentrent dans des cases. Pas aux vieux, pas à ceux qui tombent lentement, pas aux mères avec un fils perdu, pas à celles qui n'ont plus de papier, plus d'adresses, plus de voix. Alors j'ai arrêté d'en demander. J'ai baissé la tête. J'ai appris à survivre sans rien espérer. Je le savais maintenant. L'aide ne vient pas. Un matin gris, où la pluie glaciale avait trempé nos affaires, j'ai senti l'humidité dans mes vêtements moisis. Mon fils s'est levé tôt, n'ayant pratiquement rien dit la veille. Il avait passé la nuit à arpenter les bancs, les bras croisés, le regard vide. Il m'a dit « Je vais chercher quelque chose ». Je n'ai plus ses mots exacts, sa voix basse, étrangère. Il portait son sac noir, sans un regard pour moi. Il n'a pas cherché à me toucher ni à prononcer mon nom. Il a tourné les talons et je ne l'ai plus revu.
Les premières heures, je ne me suis pas inquiétée. Il faisait souvent cela. Il partait, puis revenait un moment après, parfois après la nuit entière. Mais le jour a glissé, puis une autre nuit, puis un autre matin. Je suis restée au même endroit, immobile, les yeux fixés sur la rue, espérant le voir revenir. Je scrutais chaque silhouette, chaque pas. Rien. Personne ne revenait vers moi. J'ai posé des questions aux passants, aux autres sans-abri. Personne ne l'avait vu. Je suis repartie, fatiguée, marchant au ralenti, cherchant partout, dans les abris, sous les porches, près des grilles du métro. Rien. Chaque nuit, je revenais au même banc, tenant dans ma main le vieux carnet où il ne notait plus rien. Je murmurais son nom, suppliant un miracle silencieux. Mais je savais, au fond, qu'il m'avait laissé, comme son père autrefois. Je me suis assise, épuisée, près d'un mur froid. Mes vêtements étaient trempés, engourdis par la douleur. Mes bras n'avaient plus la force de me soutenir. Le monde continuait de bouger autour de moi, indifférent. Je n'avais plus de fils à attendre, plus de maisons à défendre, plus de pourquoi. On m'avait dit qu'on l'avait cherché parmi les autres sans-abri, mais personne ne l'avait vu. Un jeune homme m'a parlé d'une descente de police près du centre. Peut-être l'avait-il embarqué. Peut-être qu'il s'était défendu. Peut-être rien. Juste des rumeurs. Alors j'ai arpenté les rues, traînant mes jambes fatiguées sur les trottoirs à la recherche de la moindre trace. La nuit, je retournais au même banc, dans le petit parc. Je portais toujours son vieux pull, ses cigarettes, son carnet vide, tout ce qu'il m'avait laissé. Je murmurais son prénom comme on implore un miracle. « Reviens !» Même si tout est brisé. Mais il ne revenait pas. Les jours devinrent lourds, confus, tous identiques. Je me suis assise sous l'arbre, là où il était assis la dernière fois, tandis que les bénévoles passaient sans un mot. Je ne prenais plus rien. Mes mains restaient posées sur mes genoux. Je ne bougeais presque plus. Mon ventre se tordait, mon dos me lançait. Mais je restais, pensant qu'il m'avait abandonnée comme son père, sans prévenir, sans explication. Peut-être qu'il n'en pouvait plus. Peut-être qu'il avait trouvé un autre refuge, ou qu'il gisait quelque part, seul. Peut-être que je ne le retrouverais jamais. Disparu sans trace. Pendant des jours, j'ai regardé ses affaires comme on regarde un trésor perdu. Puis, je les ai distribuées. Un bonnet à un jeune qui grelottait, son gilet à un homme couché près du métro. Je n'ai gardé que son carnet et une photo. Lui, enfant, devant notre maison, souriant, bras autour de mon cou. Je ne savais plus à quoi m'accrocher. Il n'y avait plus de plan, plus de but, plus d'espoir. Juste l'attente, la fatigue et cette absence qui remplissait tout. Je ne suis plus allée dans les parcs. Je ne marchais presque plus. Mes jambes ne me portèrent plus assez loin. Mes bras avaient tôt perdu leur force. Mes yeux refusaient de suivre la course des passants. Je me suis éloignée pour m'installer près d'un mur froid, au coin d'un commerce fermé depuis des années. La vitrine poussiéreuse m'offrait un semblant d'abri, mais l'air humide s'infiltrait sous mes vêtements. Je me suis assise là, contre le béton dur et rugueux, presque inconsciente de la douleur. Mon manteau, trempé d'humidité, ne me couvrait plus. Le vent sifflait, mais je ne bougeais pas. Je restais assise, jambes repliées, dos voûté, mains croisées entre mes genoux. Les passants filaient, sans me voir. Parfois un regard distrait ou un pas pressé, jamais un mot. Une femme m'a jeté une pièce et elle a roulé sous un sac. Je ne l'ai pas ramassée. J'ai baissé les yeux vers mes chaussures usées, ouvertes, recouvertes de poussière. Je ne sentais plus mes pieds. Autour de moi, la ville vibrait. Bruit de moteur, klaxons, rires, cris. Je n'en faisais plus partie. J'étais une chose, un obstacle, un détail insignifiant. J'écoutais ces sons comme on écoute la pluie, sans vraiment les entendre. J'étais ailleurs, à l'intérieur de ma tête, là où demeuraient encore les images.
Je revoyais la maison, le portail bleu, le salon aux rideaux que j'avais cousu, le lit que je faisais chaque matin. Je revivais le rire de mon fils, enfant, ses pas dans le couloir, sa voix fragile qui appelait « Maman ». Je voyais tout ça sans bouger. Un soir, la pluie est tombée, fine et tenace. Elle n'émettait aucun bruit, mais elle s'insinuait dans mes manches, descendait dans mon dos. Je ne me suis pas levée, je n'avais plus la force. Je suis restée là, grelottante, recroquevillée contre le mur. Ma tête a fini par se poser sur la pierre glacée, cette unique solidité qui m'était encore offerte. Je ne parlais plus depuis des jours, peut-être des semaines. Ma voix était morte. Parfois, des pensées flottaient, de moins en moins claires. Le froid ralentissait tout, même les souvenirs. Ils étaient devenus lointains, flous, comme une radio mal réglée. Des bribes d'images, des fragments de mots, rien de tangible. Les nuits n'en finissaient plus. J'avais des instants de sommeil qui se mêlaient à l'éveil, sans différence. L'aube arrivait sans distinction. Toujours le trottoir, toujours ce mur humide. Mon corps devenait lourd, mes os grinçaient, ma respiration était courte. Pourtant, je restais là, immobile, n'attendant plus rien. Ni le matin, ni un repas, ni un signe, ni son retour. Plus rien. J'étais juste une femme assise par terre. Une vieille femme, sans maison, sans fils, sans voix. Juste moi. Et le silence. Les jours défilaient. Et moi, je ne bougeais pas. Je n'avais plus de pourquoi, plus de lendemain. Il ne restait qu'un mur, la pluie qui tombait tout autour. Et cette histoire, l'histoire qui, même quand tout s'efface, reste gravée à l'intérieur.